Et ma copine a débarqué avec tous ses rêves. Ça a été compliqué parce qu'elle a vu que je me défonçais non-stop. Elle m'a fait choisir entre elle et la drogue. C'est un choix malheureusement que j'ai pas pu faire. J'étais un enfant un peu introverti, mal dans mes baskets. J'ai subi des choses un peu compliquées quand j'étais petit, via l'école. J'ai commencé à m'exprimer par la violence. J'ai appartenu à une bande, c'était des petits caïds du coin. Donc j'ai commencé à faire le con avec eux. J'étais pas un scolaire, pas du tout. Le shit m'a un peu retourné la tête. J'ai commencé à fumer assez vite, assez rapidement, assez jeune. Et mes parents ne savaient plus trop bien quoi faire. J'ai très vite vrillé en étant déscolarisé. 14 ans, première expérience de la drogue dure, c'est-à-dire de l'héroïne en injection. Donc ma première cure de désintox, je commençais vraiment à faire vraiment le con avec des problématiques de justice. Donc je me suis retrouvé au vert, j'ai été décroché. Je suis parti loin, je suis parti dans l'Aveyron, je suis resté à peu près 1 an et demi, même un peu plus. J'allais mieux. J'ai même rencontré une jeune fille, on est tombé amoureux, donc c'est là l'histoire commençait à être bien. Donc je suis revenu sur Paris avec plein de projets, avec plein de rêves, n'ont pas pu aboutir puisque j'avais pas de diplôme. J'étais pas mal humilié dans les recherches d'emploi. J'avais l'impression que le travail c'était pas fait pour moi, quoi. Donc j'ai commencé les trafics. Le fait de remettre le nez là-dedans, j'ai repris mes graves. Là j'ai trouvé un appart et tous mes potes qui squattaient, enfin c'était un peu le bordel. Et ma copine a débarqué avec tous ses rêves. Ça a été compliqué parce qu'elle a vu que je me défonçais non-stop. Elle m'a fait choisir entre elle et la drogue. C'est un choix malheureusement que j'ai pas pu faire. Le fait qu'on se retrouve tous dans le même mood, c'était un peu compliqué pour elle. Elle a commencé à prendre l'héros par le nez. On s'est retrouvés tous les deux des gros junks. On s'est retrouvés dans la rue à Paris, enfin dans les squats parisiens. Voilà, on a essayé de décrocher. Donc j'ai compensé pas mal par le shit, j'ai compensé pas mal par l'alcool aussi. Et puis petit à petit, on a commencé à aller mieux, à aller tomber enceinte. Sauf qu'on n'a jamais su le sexe de l'enfant parce qu'on lui a annoncé qu'elle avait le sida. Pas de traitement contre le sida, on lui a juste dit qu'il fallait faire une interruption de grossesse. Le jour où l'enfant est mort, on est mort mentalement avec cet enfant. Donc pour nous, c'était terminé. La seule chose qu'on pouvait pas nous voler, c'était de choisir comment on allait en finir. J'ai pris pas mal de prod, comme des tentatives de suicide, mais par overdose. Et les pompiers m'ont ramené à la vie. Cette période, je me suis retrouvé en prison. Sale affaire, puisque j'étais défendant de mes potes sur un trafic. J'ai été accusé d'homicide volontaire. Je me suis retrouvé en maison d'arrêt à Fresnes. Dans cette prison, on m'a appris que j'avais le sida. Là aussi, dans ma tête, j'ai vrillé, j'ai laissé mes pensées être envahies de pensées de mort, donc je me suis fabriqué une lame. J'avais pas peur de mourir, j'avais juste peur de me retrouver en enfer. Alors, c'est un peu chelou. Surtout moi, j'étais pas trop croyant. Alors, je me suis adressé à Dieu, si jamais, quoi. Et donc, je sais pas pourquoi, je me suis mis à pleurer. J'avais une lame dans les mains. Plus je pleurais, plus je ressentais quelque chose au-dedans de moi. Et en fait, ce que j'ai vu, c'était comme un visage. J'ai commencé à croire qu'il y avait peut-être quelqu'un en-dessus. À partir de ce moment-là, il y a eu comme un déclic. Et puis, si on croit au miracle, moi, je crois au miracle. La justice, elle a reconnu une légitime défense. J'ai été libéré avec un non-lieu. Donc, je me suis ressorti au bout d'un an. Le problème, c'est que tout s'est pas arrangé comme ça. C'est-à-dire que ma compagne était grave malade parce qu'elle a pas arrêté la cam, quoi. Et pas pu résister à la tentation, c'était trop fort. J'ai continué à reprendre de la cam. Mais je faisais plus le mal que je faisais avant. J'étais paumé, en fait. Je rentrais dans les églises, j'essayais de chercher quelque chose. Voilà. Je me matchais devant celui qui m'avait sauvé en prison. J'ai cru qu'il m'avait trahi, en fait. J'ai pété un câble, on m'a enfermé dans un autre lieu, un truc un peu chelou. On appelle ça un hôpital psychiatrique, mais en milieu fermé. Donc là, j'avais une chambre pour moi tout seul. C'était beaucoup plus propre que Fresnes. Il y avait un concept que j'avais jamais repéré. C'était des chambres avec des matelas au mur. Et on me disait, c'est pour pas vous faire du mal. Donc j'étais attaché les mains, les pieds, et puis voilà. J'avais juste envie de me détacher, quoi. Et ils m'ont détaché, ils m'ont mis ce qu'on appelle la camisole chimique, c'est-à-dire injection de gros produits. Et là, le sida s'est déclaré, c'est-à-dire une maladie opportuniste. C'est-à-dire j'ai le foie qui est complètement fibrosé, j'étais tout jaune. Donc je suis sorti de cet hôpital d'urgence pour aller être hospitalisé. Donc, je me suis retrouvé à l'hôpital Bichat à Paris, là. Et donc dans cet hôpital, j'avais pas le droit de visite. C'était un deal qu'on avait fait avec le médecin parce que je déconnais. Et la seule visite que j'avais, c'était les soignants et puis des gens qui venaient visiter des bénévoles. Et là, il y a un homme qui est venu et cet homme-là, il a transformé ma vie. C'est la première fois qu'on me donnait des paroles de vie. Je lui ai dit ce que j'avais vécu en prison. Je croyais que j'étais fou. Il m'a rassuré, en fait. Et cet homme-là, il m'a conduit dans une communauté religieuse qui accueillait des malades en fin de vie, ce qu'on appelle des soins palliatifs. J'y ai passé 9 ans. Ça a été le temps de restauration intégrale. Donc la première année, j'ai guéri de toute forme de dépendance. On m'a appris la prière, je priais pour ma compagne. Donc les médecins m'ont appelé, m'ont dit Florence, elle est en train de mourir. Donc j'ai été la voir. J'ai passé 2 jours de nuit à côté d'elle. La seule chose que j'ai pu lui transmettre jusqu'à son dernier souffle, c'est la paix dans son cœur. J'ai promis que je prendrai plus de temps avec lui. Je suis reparti dans cette communauté, j'ai trouvé un sens, j'ai adhéré à ce que je vivais, ça m'apportait beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup de sérénité et on a trouvé des traitements contre le sida. Donc j'ai fait partie de cette vague qui ont eu la possibilité d'être traités, les médecins même on parlait d'espérance, quoi.
À partir du moment où les médecins ont commencé à me dire que je pouvais envisager d'avoir une vie, pour moi c'était terminé la drogue, c'était terminé tout ça. Et j'ai décidé de faire quelque chose de ma vie. Donc j'ai eu la chance de partir en humanitaire. Donc je suis parti au Pérou, je suis parti dans les bidonvilles et je pense que ça a été pour moi l'appel à la vocation du monde de l'éducation. Voilà, éduquer, c'est permettre à l'autre qui grandisse, qui progresse et puis puisse découvrir qu'il y a quelque chose de grand. En tant qu'éducateur, je ne briserai aucun rêve des jeunes que j'ai en face de moi. Bien au contraire, je leur permets de donner un sens pour pouvoir avoir des rêves, pas de rêver leur vie, mais de vivre leurs rêves. Voilà, j'ai écrit mon premier livre, un livre témoignage, Arraché à l'enfer. Et puis aujourd'hui, je suis auteur, je suis conférencier. J'essaie de rendre ce qu'on m'a donné en tous les cas. C'est ce qui fait aujourd'hui ce que je suis et ce qui me permet de donner un sens à ce que je vis.